Alors la délivrabilité, c'est quoi? La délivrabilité, c'est la capacité qu'a votre mail à partir de votre boîte mail et à arriver dans la boîte mail de votre destinataire. Et les critères de délivrabilité définissent la manière avec laquelle les différents serveurs, qui sont les serveurs qui vont router votre mail, vont accepter de le router et vont apprécier le message que vous leur demandez de router. Il y a différents critères techniques et parmi ceux-là, ceux qui sont les plus importants, ce qu'on appelle les critères de délivrabilité, c'est d'abord l'historique d'envoi. Vous comprenez que si vous passez de 0 mail envoyé à d'un coup 100 mails par jour, on va voir qu'il y a une rupture dans votre routine. Et on va voir que votre historique d'envoi ne correspond pas à ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous allez être identifié par les routeurs de mails comme quelqu'un qui a démarré une routine de prospection dure. Alors, quelques centaines ou quelques milliers. Et on a vu ça souvent, notamment des gens qui ne se préoccupaient pas vraiment des aspects techniques, voire même des aspects, pour le coup, tactiques du mail, et qui, d'un coup, vont se mettre à envoyer un mail à 3500 personnes, et d'un coup, plus aucun de leurs mails ne passe. Ni les mails de prospection, ni les mails normaux envoyés par les gens, parce que en fait, ils ont été identifiés comme d'un coup quelqu'un qui faisait du spam. Donc l'historique d'envoi est vraiment important, et on verra ensemble de quelle manière on peut contourner ce problème-là. La fréquence et la quantité des envois, ça revient à l'historique des envois, mais vous devez montrer au serveur de mail que vous avez une routine, une régularité, et vous devez faire en sorte que vos mails de prospection soient intégrés dans cette régularité. Et c'est de cette manière en fait que vous allez faire en sorte que les mails arrivent et ne soient pas arrêtés au milieu. Le degré de similarité des mails, ça c'est vraiment important. Si vous envoyez beaucoup de mails qui se ressemblent, on va à un moment considérer que vous envoyez le même mail à tout le monde et que c'est du spam. Je vous rappelle, hein, c'est du spam quand le mail est de mauvaise qualité, et il est de mauvaise qualité quand il n'est pas personnalisé. Et donc le degré de similarité des mails, c'est l'idée qu'il faut que vous envoyiez des mails personnalisés, et plus les mails sont différents, plus vous montrez un comportement humain, et plus vos mails traversent les pare-feux. Les informations renseignées, est-ce que vous avez soigné votre signature? Et en fait, ça dit quoi? Ça dit que plus vos informations d'expéditeur sont précises, plus votre signature est travaillée, plus il y a des chances que le mail soit envoyé par un humain. Les seuls mails dans lesquels il n'y a pas de signature sont des mails envoyés par des machines, ou des mails publicitaires ou des newsletters. Donc vous devez envoyer un mail comme si vous l'envoyiez à la main, avec une signature, et la signature va permettre aux routeurs de mails de considérer que ce sont des mails humains. L'ancienneté du domaine, c'est vraiment important. Alors c'est un peu injuste pour les gens qui démarrent et qui ont un domaine qui démarre. Il y a deux critères importants, c'est depuis quand ce domaine existe, et depuis quand vous l'avez. Et puis il y a un troisième critère qui compte moins pour les mails que pour Google dans l'absolu, mais je vous en parle, c'est le nombre d'années pour lequel vous avez réservé le nom de domaine. Vous savez, vous pouvez vous abonner à un nom de domaine pour 1 an et jusqu'à 7 ans dans certains cas. Les gens qui ont pris un nom de domaine pour 7 ans ont une meilleure note parce qu'ils passent pour des gens plus sérieux. Donc l'ancienneté du domaine est vraiment important. Le rattachement d'un domaine à une page web, c'est important parce que si vous avez un site web et une messagerie qui ont le même domaine, c'est-à-dire le @lafabriqueaclient.fr, ça signifie que vous êtes une entreprise et que les gens qui envoient des mails en @lafabriqueaclient.fr ou @votresociété.com travaillent effectivement chez vous. Si le domaine ne correspond pas à un site web existant, c'est souvent que c'est un domaine qui n'a été pris que pour envoyer des mails. Et ça, pour le coup, c'est pris comme un indice que ce sont des mails publicitaires et que c'est du spam. Le contenu des mails, c'est vraiment important. Alors, il y a effectivement des mots interdits. Il y a une blacklist que les routeurs de mails intègrent qui est surveillée. Les fichiers risqués en pièces jointes, pour le coup, vous êtes susceptible d'être arrêté au milieu du transfert et que les mails n'arrivent même pas à votre destinataire si vous mettez des pièces jointes. Et si les pièces jointes sont identifiées comme dangereuses, et ce qu'on marque pas là, mais qui est vrai également, plus vous avez d'images dans votre mail, plus vous avez de couleurs dans votre mail, plus vous avez de typos différentes dans votre mail, moins le mail a l'air d'être écrit par un humain, et donc plus il va être arrêté par les routeurs. Et puis la dernière chose, c'est des critères de programmation DNS. Là, pour le coup, c'est un peu plus technique. On parle de SPF notamment. Là, je vous embête pas avec ça. Lorsque vous aurez réglé l'ensemble de ces sujets-là, vous pourrez voir de quelle manière votre DNS a un problème. Alors, il y a un outil qui s'appelle Glock Apps. Et Glock Apps, en fait, c'est un outil auquel vous allez envoyer un message et qui va vous retourner une analyse, un rapport
sur la qualité de votre domaine et la qualité de votre serveur de mail. Vous pouvez le faire pour le coup. Vous allez sur GlobeCaps, vous cherchez Inbox Insights et l'outil va vous permettre d'avoir un aperçu à l'instant T de la qualité de santé, de la qualité perçue de votre mail et de votre domaine et de la capacité que vous allez avoir à délivrer vos messages. Donc voilà, je vous invite à regarder. C'est intéressant de le faire régulièrement pour savoir si vous avez été blacklisté. Ce qu'on fait pour le coup, pour éviter les problèmes de délivrabilité et surtout dans le moment où vous allez commencer à mettre en place une dynamique de call mailing et que vous allez augmenter le nombre de mails que vous envoyez, c'est qu'il y a des solutions qui s'appellent des solutions de mail warming pour préchauffer des domaines ou de domaine warming. Alors je vais vous montrer. On en a une par exemple qui s'appelle MailReach. Et MailReach, ça fonctionne de cette manière. Alors je vous en ai mis deux, MailReach et MailWarm, qui fonctionnent de la manière suivante. En fait, vous allez confier votre boîte aux lettres à cet outil-là, et progressivement, cet outil va envoyer 3, 5, 10, 20, 30 mails par jour, jusqu'à arriver à un nombre de mails quotidiens qui vous convient. Et surtout, tous les gens qui sont abonnés à ce service-là sont susceptibles de recevoir ces mails-là, et donc le système va faire en sorte qu'ils répondent à vos mails. Ça veut dire que vous allez progressivement augmenter le nombre de mails et donc l'activité de votre compte mail, et surtout, chacun des mails que vous envoyez recevra une réponse, ce qui signifiera aux yeux des serveurs de routage que ces mails ont un comportement tout à fait normaux, avec des envois, des réponses, et que c'est normal que vous augmentiez le volume d'activité de votre mail. Donc on a MailReach, on a beaucoup parlé, on continuera à parler de Lemlist, qui est un outil qui intègre beaucoup de choses. Lemlist a également un outil de préchauffage de domaine, et qui fait ça pour le coup, qui va faire en sorte d'augmenter progressivement le nombre de mails que vous envoyez, jusqu'à arriver à une moyenne, à un maximum conseillé par Lemlist, qui est de 40, et donc vous allez pouvoir passer de 0 mail de prospection à 40 mails de prospection. Vous allez le faire sur quelques semaines, en général vous allez prendre 6 ou 8 semaines pour passer de 0 à 40 par jour, et vous verrez pour le coup que c'est la bonne manière de préchauffer un domaine et de faire en sorte que vous n'arriviez jamais dans la boîte spam. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur la partie délivrabilité. Vous comprenez que si vous gérez mal cette partie délivrabilité et que votre domaine est blacklisté ou qu'on considère que votre domaine et votre adresse de mail est de mauvaise qualité, vous aurez de mauvaises performances. Il faut que vous vérifiez ça avec GlobeCaps et que vous travailliez le préchauffage de votre domaine avec des outils comme MailReach, MailWarm ou Lemlist qui fait ça aussi. Donc vous comprenez que le bon mail de prospection, c'est un mail alors qui va correspondre à tout ce qu'on s'est dit en termes de copywriting et en termes de ciblage bien sûr, et c'est un mail qui a l'air d'avoir été rédigé par quelqu'un. Alors on va se demander de quelle manière on rédige ces mails-là, et surtout en fait, on rédige ces mails-là dans deux objectifs. Le premier objectif, c'est le taux d'ouverture, il faut que vos mails soient ouverts, et le deuxième objectif, c'est le taux de clic ou le taux de réponse, selon ce que vous attendez des gens qui voient vos mails. Le taux d'ouverture, c'est le rapport entre le nombre de fois où votre mail est ouvert et le nombre de destinataires. Pour atteindre un bon taux d'ouverture, il y a différentes clés. La première chose, vous comprenez, c'est la qualité du fichier. Si vous avez un fichier avec beaucoup d'adresses qui ne sont pas de bonnes adresses, qui ne sont pas valables, et ben ces mails-là partiront dans les limbes et vous aurez un mauvais taux d'ouverture. Ça, dans l'absolu, c'est pas très grave parce que si vous envoyez des mails à des adresses qui n'existent plus, ça témoigne pas de la mauvaise qualité de votre mail, ça témoigne de la mauvaise qualité de votre fichier. Dans l'absolu, vous n'avez pas payé les mails que vous envoyez et qui arrivent nulle part. Là où c'est dangereux, c'est que les outils de messagerie qui font attention à leur performance et qui font attention à ne pas être utilisés par des spammers, à un moment, si vous avez trop d'adresses mail qui n'existent pas dans votre fichier, ils vont vous couper votre abonnement. C'est vrai par exemple pour un MailChimp, par exemple, qui est un outil utilisé pour faire des newsletters. MailChimp, au-delà de 20%, je crois, d'adresses qui n'existent pas, le prend très mal, vous envoie un avertissement et peut couper votre abonnement. Donc la qualité du fichier est vraiment importante. La qualité du domaine, on en a parlé. La qualité du domaine, ça va déterminer grandement les moteurs d'anti-spam techniques et ça va poser un problème de délivrabilité. Surtout la qualité de l'outil de mailing. Vous verrez qu'il y a deux catégories d'outils de mailing. Il y en a quelques-uns avec lesquels aller au-delà de 30% de taux d'ouverture, c'est pas raisonnable. Et il y en a un deuxième avec lequel vous pouvez atteindre des 90% de taux d'ouverture. On en parlera dans le paragraphe d'après, dans le chapitre d'après, dans le module d'après, pardon, dans lequel on parle d'outils de mail. Surtout, ce qui fait ouvrir un mail, c'est le couple expéditeur-objet.
Le couple expéditeur-objet, c'est quoi? C'est le nom de l'expéditeur et l'objet du mail. Et c'est en lisant ces deux informations-là que les gens ouvrent un mail ou pas. Donc le taux d'ouverture, au-delà des 3 premiers critères, la performance en termes de taux d'ouverture dépend beaucoup de la qualité de votre couple expéditeur-objet. Donc travaillez bien le couple expéditeur-objet pour aller chercher des taux d'ouverture et ensuite vous allez regarder les taux de performance de vos mails. Donc le taux de clic, le taux de réponse, selon ce que vous voulez faire. Et là, pour le coup, les critères, c'est la qualité de la rédaction. On a parlé de copywriting. Lorsque quelqu'un ouvre votre mail et qu'il commence à le lire, il fait ce que vous attendez de lui si vous écrivez des choses correctes. Et si vous les écrivez avec de la performance. Le call to action, la qualité du call to action. Vous savez, le call to action, c'est l'endroit dans votre message dans lequel vous indiquez ce que vous attendez de la personne. Cliquez ici, répondez-moi, téléchargez ceci. La qualité du call to action, c'est à la fois la manière avec laquelle il est formulé et la manière avec laquelle il est graphiquement et ergonomiquement mis en avant. Donc ça va beaucoup conditionner le résultat, le taux de clic ou le taux de réponse. La personnalisation, vous savez, c'est très important que la personne qui reçoit un mail ait le sentiment qu'il a été écrit pour elle, pour cette personne. L'authenticité, c'est très important. L'authenticité, c'est la manière avec laquelle vous allez passer dans votre texte le sentiment que c'est un humain qui écrit. Et donc ça c'est une question de style, une question de vocabulaire, une question de phrasé, une question de rythme du texte également. L'authenticité va faire beaucoup pour justement différencier un mail de prise de contact d'un mail marketing qui est a priori un mail qui est considéré comme qui sera considéré comme trop publicitaire et qui ne sera pas traité. La valeur, pour le coup, qu'est-ce que vous apportez comme valeur dans votre mail? Vous vous souvenez qu'on a parlé de proposition de valeur? De quelle manière vous répondez à une question de votre prospect? De quelle manière vous lui apportez quelque chose qui lui sera utile et qui va changer un peu sa manière d'aborder le sujet que vous abordez vous? Et puis la dernière chose, c'est la pugnacité. Alors pourquoi la pugnacité? Parce que quand on parle de cold mailing, on ne parle pas d'un seul mail. On parle d'une séquence de mails. On parle de quelques mails et vous verrez que les résultats, s'ils n'arrivent pas au premier mail, ils arrivent au deuxième, au troisième, au quatrième. Et donc quand vous prospectez, vous n'envoyez pas un mail de prospection, vous envoyez une séquence qui sont des mails qui vont s'envoyer à plusieurs jours d'intervalle en fonction de ce que vous avez préparé et qui vont donner de la performance. Si ce n'est pas dans le premier mail, ce sera dans les mails d'après. Alors, quelques objets à tester, et je vous montre ça parce que ça me permet de vous montrer d'abord l'authenticité et la simplicité des titres qui fonctionnent. Un titre qui fonctionne bien, c'est « Question sur nom de la société ». Juste « Question », vous voyez, sans majuscule. Petite info, info, café, disponible rapidement, avec encore une faute de majuscule et d'espace. Vous n'êtes pas obligé de faire des fautes. Hein. Si vous pouvez prospecter et avoir des résultats sans faute, c'est beaucoup mieux. Mais ça donne de l'authenticité pour le coup. Vous ne voyez pas dans cette liste de mails, cela fonctionne. Vous ne voyez pas dans cette liste de mails, newsletter, numéro machin, du mois truc. Vous ne voyez pas des sujets beaucoup trop compliqués, beaucoup trop travaillés. Vous voyez en fait des sujets que vous auriez pu écrire à la main à la personne avec laquelle vous voulez parler. Par exemple, bonjour. C'est aussi simple que ça. Mais bonjour, c'est un objet qui fait ouvrir. Quand je vous disais de travailler le couple expéditeur-objet, l'objet c'est ça. C'est chercher la simplicité, chercher des objets que vous écririez pour aborder quelqu'un. Reprenez la métaphore du cocktail, même si elle est moins vraie en mail, vous devez écrire des objets qui semblent avoir été rédigés par un commercial et qui donnent de l'authenticité et de la simplicité à la discussion à venir. Voici la structure d'un bon mail de prospection. Il existe plein de structures. Je voudrais vous donner une structure d'un mail de prospection qui fonctionne bien et qui est cette structure-là. D'abord, ciblage. Ensuite, générer de l'intérêt. Ensuite, USP, c'est la Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qui rend votre proposition unique? Et ensuite, un call to action. Alors, je vous le lis. Bonjour, prénom. Ça fait un moment que je suis votre société. Alors, ces champs-là sont des champs dynamiques et vous comprenez que c'est remplacé par le nom de la société que vous avez collecté et que vous êtes allé chercher sur LinkedIn, dans Phantom Buster. Ça fait un moment que je suis société et que je trouve génial la place que vous avez prise sur le marché de ce marché-là. Depuis 3 ans, nous avons accompagné beaucoup de vos concurrents dans la formation de leurs commerciaux avec des résultats géniaux. Donc là, en fait, en quoi on génère de l'intérêt? On génère de l'intérêt parce qu'on promet des résultats géniaux et surtout, on promet des infos croustillantes sur les concurrents. Ça intéresse vraiment. On ne dit pas qu'on va le faire, on ne dit pas qu'on va donner des informations confidentielles, on dit qu'on est des gens qui avons des informations qu'il adorerait avoir.
Nous venons d'espionner un peu votre stratégie et je pense que nous pouvons vous apporter des idées nouvelles qui vous feront encore accélérer. Ça, c'est la proposition unique. Vous proposez des idées adaptées pour cette entreprise-là et qui est basée sur l'analyse de leur stratégie. On en parle autour d'un café et d'un Zoom. À tout de suite. Donc vous voyez que c'est un mail vraiment simple. C'est un mail qui pourrait être rédigé par un commercial, même si là, pour le coup, il est envoyé par un robot. Et on peut accompagner ce mail-là de ce genre de photo. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est Lemlist qui fait ça. Vous prenez une photo avec un laptop et le logiciel va se charger de coller automatiquement la capture d'écran du site web de l'entreprise visée dans le mail qu'il va envoyer. Donc ça, c'est extraordinaire, ça marche hyper bien. Donc vous voyez que donc ça c'est une astuce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais qui fonctionne vraiment bien. Si vous suivez cette structure-là, d'abord un ciblage, pourquoi je vous parle. Ensuite, vous générez de l'intérêt, vous faites une proposition unique et vous faites un appel à l'action, vous avez un bon mail de prospection. Et puis ce que je vous disais également, c'est qu'un bon mail de prospection, c'est une séquence de prospection. Et ce qui est intéressant, c'est de penser de cette séquence avec une structure. Une structure d'une bonne séquence de mails, c'est celle-là. D'abord un icebreaker qui peut être le mail que je viens de vous lire. Et c'est toujours intéressant d'envoyer un deuxième mail qui va dire « Oups, je crois que mon premier mail n'est pas arrivé, voilà ce que je voulais vous dire ». Et qui va rappeler un peu à la personne qui n'a pas ouvert le premier mail l'introduction, en fait, l'icebreaker qu'il n'a pas lu. Vous pouvez faire une relance informelle. Je comprends que vous avez manqué de temps, mais l'offre tient toujours. Et puis, il y a toujours un moment dans la conversation où vous allez faire ce qu'on appelle un break-up, c'est-à-dire vous allez écrire un mail qui dit tant pis, je vois que ça ne vous intéresse pas ce que je vous propose, je m'en vais, mais je reste à votre disposition. Et c'est souvent là, pour le coup, si vous le faites avec... alors, il s'agit de disputer personne, il ne s'agit pas d'avoir l'air trop triste non plus, il s'agit juste de dire bon, bah tant pis, vous ne m'avez pas répondu, je m'en vais. Et ça fait quoi? Ça fait un peu culpabiliser votre interlocuteur, et c'est à ce moment-là, en fait, on a beaucoup de réponses, bizarrement. Au moment où vous dites « Ok, je m'en vais », vous avez loupé l'opportunité. À ce moment-là, on a souvent beaucoup de réponses. Retenez cette structure-là, il y en a plein d'autres, et je vais vous montrer plein d'autres exemples. Mais retenez sur cette structure-là, si vous travaillez sur une séquence de 4 mails, un icebreaker, un halo, une relance informelle et un break-up, normalement, vous avez une séquence de mails qui est bien travaillée et qui peut vous servir à progresser. Si vous voulez des exemples, vous avez sur... je vais taper dans Google Lemlist Hub, et vous trouvez, c'est ici, voilà, Cold Email Templates. Donc Lemlist, c'est le fameux outil d'envoi de mail. Et en fait, Lemlist a fait le travail de regrouper dans une base de données plusieurs campagnes de mails qui ont bien marché avec les taux de performance. Par exemple, ici, cette campagne-là, elle a fait 94% de taux d'ouverture et 30% de taux de retour, ce qui est vraiment bien. Si vous cliquez ici, vous avez le mail. Alors, c'est tout en anglais, mais vous pourrez traduire. Vous avez le mail, vous avez le deuxième mail. Hop, visiblement, ça n'a été fait que sur 3 mails. Vous avez ici, dans exemple, d'autres exemples de variations de mails que vous pourriez trouver sur le même thème. Hop. Vous avez les performances, vous imaginez, 2367 mails, 94% de taux d'ouverture sur une campagne de mailing. C'est vraiment fort, pour le coup. Et vous avez la campagne. Vous pouvez, alors pas la copier-coller, parce que vous pouvez la retravailler et trouver votre style à vous, mais vous avez une campagne dont vous êtes sûr qu'elle fonctionne et on vous montre pourquoi. Et puis, vous avez ici tout un développement avec de temps en temps une interview en fait de la personne qui a fait la campagne et une explication de texte de la part des experts de Lemlist qui vous disent pourquoi cette campagne a fonctionné et de quelle manière vous pourriez vous en inspirer. Voilà, et puis vous avez ici d'autres campagnes de mails que vous pourriez regarder. Celle-là a fait 88% de taux d'ouverture, celle-là 76%, celle-là 95% avec un taux de retour de 60%, ce qui est monstrueux pour le coup. Et en plus, il est en multi-channel. Donc je vous laisserai lire tout ça. Vous avez donc sur cette base-là, vous avez le lien sous la vidéo. Vous avez dans cette base-là des tonnes d'exemples, des tonnes de modèles dont vous pouvez vous inspirer pour fabriquer vos messages. Et vous êtes sûr que vous partez d'une bonne base qui a prouvé que ça fonctionnait et qui devrait vous aider aussi à y arriver. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur la rédaction des mails. Et si vous suivez ces quelques règles pour rédiger les mails et les séquences, ça va bien se passer, vous allez voir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web.
À bientôt!